Pour ma part, j'aimerais au contraire souligner le climat serein qui a présidé à nos échanges au sein de l'hémicycle et qui a permis des débats de qualité, des débats constructifs sur tous les bancs d'ailleurs de l'Assemblée. C'est heureux parce qu'évidemment ce sujet de l'adaptation de la société au vieillissement mérite un autre sort qu'un débat de posture. Ça n'a pas été le cas, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ce projet de loi que nous devons donc voter aujourd'hui, c'est un premier pas dans la prise en compte du vieillissement de notre société. Nous en avons bien conscience et c'est pourquoi je disais lors de la discussion générale que ce texte a au moins le mérite d'exister, alors que pendant des années, on s'est contenté d'effets d'annonce. Madame la ministre appelait de ses vœux à un deuxième pas, un deuxième volet qui compléterait rapidement cette loi. Nous formulons évidemment le même vœu et nous souhaitons que l'annonce de la ministre soit réalisée. Nous saluons tout d'abord la logique d'inclusion des personnes âgées et la vision globale de la question du vieillissement dans la société. Mais nous attendons, évidemment, dans le deuxième volet en particulier, des enrichissements de la loi sur 2 points en particulier. Le premier, bien sûr, sur la question du financement, puisque le modèle actuel et les premiers éléments contenus dans le projet de loi ne permettent pas, à cet égard, de se projeter sur du très long terme. Il convient de repenser notre système afin d'assurer aux plus âgés un confort nécessaire en matière de qualité, de logement, de mobilité ou pour les tâches du quotidien, cela a été dit. Mais à l'heure actuelle, les sources de financement émanent des agences régionales de santé et des conseils généraux. Et c'est peut-être là qu'il y a un point d'interrogation, car comment articuler efficacement ces deux institutions à l'heure où est annoncée d'une part la suppression des conseils généraux, et que cela nous interroge donc sur la pérennité du système. Et puis le rôle des ARS elles-mêmes devra être clarifié, puisque la nouvelle carte des régions va entraîner elle aussi une modification des territoires d'activité de la plupart des agences régionales. Il faudra donc prendre en considération toutes ces modifications pour assurer une articulation et un financement pérenne. D'ores et déjà, nous tenons à saluer plusieurs dispositions de ce texte. En particulier, nous nous félicitons de la revalorisation de l'APA à domicile. C'est une mesure qui rejoint notre préoccupation de maintenir au maximum à domicile les personnes en perte d'autonomie qui le souhaitent. Et ce point est important. Il ne faut pas que ça ne soit imposé. Parfois, le maintien à domicile est une solution de pis-aller. La défense des personnes âgées est également renforcée. Je pense notamment à l'un de nos amendements ouvrant le droit aux associations de défense de se porter partie civile. Les dispositions en faveur des proches aidants et des aidants familiaux constituent une première reconnaissance des accompagnants. La clarification du rôle des mandataires judiciaires devrait permettre une meilleure protection juridique des personnes âgées. Les écologistes tiennent à saluer également les amendements de notre collègue Robillard, issus du rapport Bachelet, sur les immigrés âgés, comme par exemple les Chibani. Donc ce texte ne règle évidemment pas entièrement la question de l'autonomie. Il faudra y revenir dans un deuxième volet avec un objectif, arriver à un véritable service public et universel de l'autonomie. En attendant cette deuxième étape, nous approuverons déjà ce premier texte.